L'échiquier international, bienvenue à vous. Flotti pour Gaza, on eau trouble, comme il fallait s'y attendre. On en avait parlé ici même hier. Alors par euphémisme, nous dirions qu'elle a été arraisonnée par l'armée coloniale. Cela se passe dans les eaux internationales. Donc en droit maritime, cela s'appelle un acte de piratage et les personnes à bord interpellés seraient donc des otages. On va y revenir bien entendu. Le voilier Madeleine, chargé d'aide humanitaire à destination de Raza, dont la mission était, on le rappelle, de fendre le blocus sioniste sur Raza. Résultat, l'arrestation des militants a été effective, dont l'eurodéputé Rima Hassan. La suite, elle, ainsi que tous les membres de l'équipage du navire humanitaire, ont été emmenés à la prison de Givon, située à Ramla, au centre des territoires occupés. Un grand rassemblement à la place République de Paris a scandé « Libérer Rima », contrastant avec des déclarations timides et ambiguës des officiels français et également européens. En parallèle, le massacre des Gazaouis continue et l'aide humanitaire continue également d'être obstruée par l'occupant. On décortique le tout, à tout de suite. Raza, le navire en eau trouble et les conséquences de cette action humanitaire qui fait déjà du remous et les effets surtout pour la situation dramatique de Gaza, on en parle. Et avec nous ce soir, nous avons Pierre Barbancé, journaliste au quotidien français L'Humanité, qui suit la situation à Raza depuis le début. Bonsoir Pierre, merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci à vous. Et avec nous également, nous avons le journaliste militant Mehdi qui était présent justement à la place de la République cet après-midi. Bonsoir Mehdi, merci de vos efforts car je sais que ça n'a pas été facile d'être avec nous, donc je tiens à vous remercier. Merci à vous. Alors nous le disions, le navire, la flottille pour Gaza a été bloqué dans les eaux territoriales internationales, comme il fallait s'y attendre. Un débarquement dans le port d'Ashdod s'en est suivi. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays, d'après les voix officielles sionistes. Mais cette interpellation était prévisible, comme l'avait annoncé Rima Hassan quelques heures avant l'opération d'interpellation. C'était hier. On regarde et on revient tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Alors Mehdi, vous étiez vous à la place de la République cet après-midi en guise de solidarité avec la flottille de la liberté pour Gaza. Racontez-nous un peu l'état d'esprit qui a prévalu. Aujourd'hui, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde pour Gaza. Là, il y a énormément de monde, on est place de la République et il y a à la fois l'émotion et la colère en fait qui sont présents dans l'air. L'émotion pour l'équipage de la flottille et de la colère envers le gouvernement français, qui ne fait pas assez pour permettre à cet équipage de pouvoir naviguer jusqu'à Gaza en toute sécurité. Mehdi, est-ce qu'il y avait des représentants des partis politiques ou vous diriez que c'est un rassemblement transcourant? Comment vous décririez les représentations dites politiques à la place de la République cet après-midi? Alors, on a vu un petit peu toutes les tendances de la gauche française, à la fois LFI, le FPA, et énormément aussi d'associations, de l'humanitaire ou bien des collectifs militants. Voilà, très bien. On reviendra à vous dans quelques instants, Mehdi. Pierre Barbancé, on le voit, l'équipage de la Freedom Flottille, qui est détenu illégalement, fait déjà du remous. On le voit à la place de la République à Paris. On dit détenu illégalement car il a été arraisonné dans les eaux territoriales internationales. C'est déjà un acte grave, juridiquement parlant. On devrait faire un tohu-bohu monstre pour libérer les 14 personnes, dont une députée européenne. Est-ce que déjà vous avez un commentaire sur cet état de fait?
Le commentaire, c'est que Israël, ça n'est pas son premier coup de piraterie de sa part. Hein. Depuis 2010, il y a eu plusieurs flottilles qui sont parties, qui ont cinglé vers Gaza pour essayer de briser le blocus. Et à chaque fois, Israël est intervenu, notamment dans les eaux internationales, pour arraisonner ces bateaux et les équipages. Et donc, une fois, ça s'est très mal passé, puisqu'une 10 personnes d'un des bateaux qui venaient de Turquie ont été tuées par les soldats de l'armée israélienne. Donc, je peux vous dire que personnellement, moi qui couvre cette région depuis 25 ans et qui ai fait quasiment toutes les guerres qui ont été menées à Gaza, je me trouvais dans le territoire palestinien avec les Gazaouis attaqués par Israël, je ne suis absolument pas étonné de ce qui se passe, d'autant plus qu'il faut le rappeler que nous, journalistes étrangers, nous ne pouvons pas pénétrer à Gaza aujourd'hui pour suivre ce qui se passe, et c'est grâce au courage des journalistes palestiniens que nous savons ce qui se passe. Mehdi, je ne sais pas si Mehdi est avec nous. On a entendu ce slogan cet après-midi d'après les témoins et les images qui nous sont parvenues à la place de la République où vous vous trouvez. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Est-ce que c'est une manière peut-être d'interpeller également les autorités françaises et européennes qui ont montré une sorte d'ambiguïté concernant la situation de Gaza, puisqu'on parle, selon le mouvement juridique international, parle de génocide. Est-ce qu'on a voulu également, ce soir, vous allez nous dire, interpeller le personnel politique français qui s'est peut-être terré dans un certain mutisme? Quel est votre avis? Alors moi, mon avis, c'est que en fait, on fait face à un silence assourdissant de nos représentants et que on a une responsabilité, nous, en tant que militants pour une Palestine libre, de montrer que justement nous, on ne restera pas silencieux et que c'est nous qui portons la voix française à l'international. Voilà, c'est dit. Pierre Barbancé, quelques ressortissants français, doit-on le rappeler, font partie de la flottille, dont Rima Hassan, bien sûr, interpellé dans les eaux territoriales internationales. Interrogé cet après-midi, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a prévenu, bien entendu, qu'il suivait la situation de près, mais n'a pas qualifié l'interpellation d'illégale. Imaginons, je ne sais pas, vous allez nous dire, peut-être que la comparaison n'est pas raison, mais imaginons si la Russie avait opéré de la même manière dans les eaux internationales des militants, je ne sais pas, de la cause ukrainienne. Est-ce que vous ne voyez pas peut-être un contraste dans l'approche des deux situations, des deux dossiers? Écoutez, comme vous le rappelez, je suis journaliste à l'Humanité, je suis grand reporter à l'Humanité. Je peux vous dire que tant l'Humanité que le Parti communiste français, nous dénonçons depuis bien longtemps d'abord ce qui se passe dans l'occupation des territoires palestiniens en général, et plus particulièrement pour cette dernière guerre menée à Gaza par Israël. Il ne fait aucun doute qu'il y a deux poids, deux mesures de la part du gouvernement français et plus largement de l'Union européenne. Et notamment, on le voit dans quelques timides protestations sur le génocide qui est en cours en ce moment dans la bande de Gaza, mais où aucun acte réel n'est pris pour faire cesser ce scandale du XXIe siècle. Et donc, effectivement, c'est un deux poids, deux mesures. Quand on sait que si un centième des sanctions qui sont prises contre la Russie aujourd'hui par rapport à l'envahissement du territoire ukrainien, si un centième de ces sanctions étaient prises contre Israël, Israël serait obligé d'arrêter tout de suite cette guerre. De la même manière, les protestations faibles du gouvernement français ne sauraient masquer la poursuite de livraison de matériel et de matériaux d'armement qui permettent à Israël de perpétrer son massacre dans la bande de Gaza. Donc pour moi, il n'y a aucun étonnement, et je crois que si aujourd'hui on voit des choses un petit peu différentes d'il y a 1 ou 2 mois, c'est aussi parce que l'opinion publique internationale est en train de se mobiliser. La flottille en fait partie. Mais je crois que, vous voyez, à Rome ce week-end, il y a eu 300 000 personnes qui ont manifesté dans les rues pour l'arrêt de la guerre à Gaza. On sait qu'en Israël aussi, il y a de plus en plus de gens qui demandent l'arrêt de la guerre. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, qu'il faut prendre en compte et qui est fortement intéressant. Et il faut pousser maintenant beaucoup plus les gouvernements à agir réellement. Autrement, ils seront eux-mêmes, en tout cas moralement, complices d'un génocide.
Mehdi, est-ce que, selon vous, il y a quelque chose, vous qui êtes militant et qui avez, bien entendu, intégré plusieurs rassemblements qui demandaient l'arrêt du massacre et du génocide en Palestine, est-ce que vous voyez, je ne sais pas, une revitalisation, un retour, je ne sais pas, à l'élargissement des voix condamnant et critiquant vertement le massacre des Palestiniens? Est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes être de plus en plus touchées par ce qui se passe là-bas? Oui, alors on voit à la fois de plus en plus de monde touché, notamment des personnes en fait qui vivaient leur vie tranquillement et qui font face en fait sur les réseaux sociaux à la brutalité du régime colonial. Et en fait là, on arrive à un moment où plus personne ne peut faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Et donc c'est aussi nous notre rôle de continuer à montrer en fait justement via les actions de notamment Massacre, Attenberg, etc., que c'est pas fini et il faut continuer en fait. La lutte continue. On voit aussi des célébrités françaises qui commencent en fait à se montrer. Elles sont un petit peu dos au mur. C'est-à-dire que les militants font tellement de pression, ont tellement réussi à mettre en avant la lutte pour la liberté des Palestiniens qu'on ne peut plus faire semblant quand on est célébrité, on ne peut plus masquer en fait ses positions. Donc on doit soit prendre position pour la liberté des Palestiniens, soit prendre position pour le génocide. Il n'y a plus d'entre-deux. Pierre Barbancé, vous disiez tout à l'heure que vous travaillez sur le dossier palestinien depuis 25 ans. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'il a de différence, entre guillemets, les journaux français appellent ça un conflit, mais nous on appelle ça un génocide. De toute façon, c'est attesté par le droit international que c'est un génocide. Enfin, on va pas débattre sur la terminologie, mais qu'est-ce qu'elle a de différent de cette tragédie palestinienne de 2025 comparée aux précédentes que vous avez couvertes ou sur lesquelles vous avez travaillé? Ce qui est différent d'abord, c'est que l'état du monde a changé et que le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens successifs ont toujours maintenu l'occupation des territoires palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le gouvernement israélien a dans son équipe des ministres d'extrême droite, des ministres suprémacistes, qui, eux, veulent aller jusqu'au bout et très vite. C'est pour ça qu'on assiste à ce génocide qui a été utilisé par Netanyahou et ses ministres pour déplacer d'abord les populations palestiniennes du nord vers le sud, du sud vers l'ouest, de l'ouest vers l'est, plus les bombardements incessants pour tuer les populations. Et donc au regard effectivement de la définition de l'ONU, de la Convention de 1948, on peut effectivement dire aujourd'hui que c'est un génocide, et d'ailleurs la Cour internationale de justice elle-même, saisie par l'Afrique du Sud en décembre 2023, donc tout de suite après, a estimé en janvier 2024 qu'il y avait effectivement un risque de génocide et a demandé à Israël de respecter un certain nombre de mesures, ce qu'Israël ne respecte pas. Mais en même temps, il se passe aussi en Cisjordanie un nettoyage ethnique qui vise à préparer l'annexion pure et simple de la Cisjordanie par Israël. Donc, et tout ça s'inscrit dans un contexte régional qui est différent, puisque en attaquant le Liban comme il l'a fait, en attaquant Gaza, en essayant de détruire le Hezbollah libanais, en essayant de détruire le Hamas, et en marginalisant totalement toutes les organisations palestiniennes qui se battent pour leur libération et pour l'autodétermination du peuple palestinien. Ce qui est nouveau, c'est que Benjamin Netanyahou a placé son projet dans le cadre du projet américain qui vise à avoir une région où l'ensemble des gouvernements qui seraient en place seraient dans la main des Américains. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui s'est passé avant. Et Israël, avec les États-Unis, Biden auparavant et Trump maintenant, entendent bien profiter du silence assourdissant des grandes puissances et des pays du monde, pas tous évidemment, mais les plus gros sont assez silencieux en la matière et ne font rien pour empêcher tout ça.
pour aller jusqu'au bout et donc vider Gaza de sa population et faire en sorte que la Cisjordanie devienne un archipel avec des villages palestiniens qui seraient coupés de routes réservées aux colons et de colonies, ce qui permettrait à Israël de mettre la main dessus totalement. Des genres de bon tout ce temps. Pierre Borbancé, on dit souvent, enfin les figures politiques européennes disent qu'elles veulent construire l'Europe pour un peu être l'anti-politique, en tout cas une politique parallèle avec les États-Unis d'Amérique. Mais on voit concernant le dossier palestinien, il y a une forme de mutisme, en tout cas de gêne, pour condamner le génocide qui prévaut en Palestine. Comment vous expliquez cette posture européenne, elle qui ne perd pas une seconde pour asséner les valeurs européennes de liberté, de justice, de liberté, d'expression, etc. Comment vous jugez, vous qui travaillez sur le dossier, le mutisme, le silence européen par rapport au génocide des Palestiniens? Écoutez, là encore une fois, ça n'est pas nouveau. Il y a cette gêne européenne, puisque c'est quand même en Europe que le génocide des Juifs a eu lieu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi parce que l'Europe s'est quand même construite dans un cadre atlantiste, et donc avec les États-Unis d'Amérique. Et donc la participation et l'adhésion de la plupart des pays de l'Union européenne à l'OTAN fait qu'ils placent ce qu'ils font dans une même stratégie globale et mondiale pour leur hégémonie. Ce qui change aussi actuellement, c'est que avec les mesures que prend Donald Trump, et notamment sur la taxation, les taxations qu'il veut mettre en place, effectivement, c'est un geste inamical vis-à-vis des pays européens qui sont aussi obligés de prendre un certain nombre de mesures. Et donc, il faut regarder un petit peu les nuances en cours. Elles sont aussi intéressantes puisque peut-être qu'on va en parler. À partir du 17 juin doit avoir lieu une conférence internationale à l'ONU coprésidée par la France et par l'Arabie Saoudite sur la question de la solution à deux États. Et donc là, des petites choses peuvent bouger, même si tout ça n'est pas très très clair encore. Alors Mehdi, on a écouté quelques voix très critiques à l'endroit de l'action humanitaire de la flottille pour Freedom pour Gaza, donc sur des chaînes et radios françaises étiquetées à droite. On a qualifié la chose, je ne sais pas, de la croisière s'amuse ou de télé-réalité d'un nouveau genre. On a essayé d'amoindrir ou pratiquement de caricaturer, d'ironiser sur cette action humanitaire alors qu'il s'agissait surtout de dénoncer un génocide. On a l'impression que ce type d'action est aussi, d'une certaine manière, dans le monde d'aujourd'hui, est une forme de société du spectacle. On a aussi entendu ça, que cette flottille faisait de toute façon, d'une certaine manière, s'attirer les lumières sur elle pour cacher l'arrière-front qui est le massacre des Palestiniens. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces sorties concernant l'action humanitaire emmenée par ces 12 personnes, dont Rima Hassan et Greta Thunberg? L'intérêt pour ces personnes qui caricaturent la flottille pour Gaza, c'est justement de décrédibiliser un maximum l'intérêt que cette flottille a. On rappelle que les gens qui font partie de cette flottille, c'est des humanitaires, des journalistes, une eurodéputée, notamment Rima Hassan, qui, elle, a travaillé depuis plus d'un an maintenant au Conseil de l'Europe pour la fin de l'accord d'association Europe-Israël. Et donc, voilà. Eux, l'intérêt, c'est de décrédibiliser cette action, on le sait, et c'est pas la première fois qu'ils tentent de faire ça, c'est pas sur le premier sujet non plus. Nous, on reste solide, on reste sur nos gardes. On sait très bien que les attaques vont continuer. C'est pas la première fois. Voilà. On sait. Ils ont l'habitude de faire ça et pas que sur la Palestine, même sur les antiracistes en France. Voilà. Nous, on reste sur nos gardes. Mehdi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous libère. Merci d'avoir fait tant d'efforts pour répondre à nos questions. Vous avez été, je sais que vous êtes un peu fatigué. Donc, c'est un grand merci de la part des chaînes internationales que je vous délivre. Je vous dis à très bientôt, Mehdi. Au revoir. Merci, au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Pierre Borbancé, vous nous parliez à l'instant de cette fameuse réunion entre l'Arabie Saoudite et la France
pour tabler sur la solution des deux États. On va voir ce qui va en sortir. Mais c'est vrai que personne n'y croit puisque l'entité sioniste a tout fait pour tuer presque dans l'œuf cette solution à deux États. Même les militants palestiniens de la première heure n'y croient plus. Et c'est vrai, quand on voit la carte de Gaza ou de la Cisjordanie et on voit les colonies qui sont encouragées par les Smotrich et les autres ministres messianistes entourant Netanyahou, c'est vrai que l'on se dit que la solution de deux États n'a plus lieu d'être. On est un peu en retard concernant l'actualité. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors d'abord, je vais vous répondre une chose très simple. Nous avons le droit et tout le monde a le droit de donner son avis sur la question, sur la solution. Mais je crois que d'abord, c'est au peuple palestinien de décider de son avenir. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, le peuple palestinien est représenté par l'Organisation de libération de la Palestine, qui, jusqu'à maintenant, prône une solution à deux États. Cette solution à deux États, vous l'avez rappelé, vous l'avez souligné, évidemment qu'elle est compliquée et on peut même dire que les Israéliens n'en veulent pas. Mais si les Israéliens ne veulent pas de deux États, ils veulent encore moins d'un État, un seul État avec les Palestiniens. Donc je crois que ce qu'il importe aujourd'hui, c'est que l'Organisation de libération de la Palestine, qui est le seul et unique représentant du peuple palestinien, se modernise, s'actualise, retrouve l'unité palestinienne avec l'ensemble des organisations palestiniennes en son sein, donc y compris celles qui n'y étaient pas, et de faire en sorte que le peuple palestinien puisse s'exprimer, élire ses nouveaux représentants et mène cette bataille pour son droit à l'autodétermination. La conférence qui a lieu à l'ONU, elle est intéressante. Elle est co-présidée par la France et par l'Arabie Saoudite, mais elle est décidée en fait, en réalité, par l'Assemblée générale des Nations Unies et pas simplement par le Conseil de sécurité. Donc il y a une volonté internationale d'y arriver. Les choses ne sont plus exactement comme avant, puisque les accords d'Oslo ont montré non seulement leurs limites, mais peut-être même, on pourrait dire même leur viciosité. Puisque les accords d'Oslo, vous le savez, ont été signés en 1993 et devaient aboutir 5 ans après à la création d'un État palestinien, donc en 1998. Nous sommes en 2025 et cet État de Palestine n'existe toujours pas. Donc il y a un problème. Sauf que ce qui s'est passé, il y a maintenant 149 pays dans le monde sur 197 que compte l'ONU qui reconnaissent l'État de Palestine et qu'il y a simplement 4 pays d'Europe de l'Ouest qui l'ont fait. On est en route aujourd'hui peut-être pour aller vers une reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ce qui serait un fait très important, notamment parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité et que, notamment vis-à-vis du monde arabe, elle a une certaine aura que n'ont pas d'autres pays. Je note aussi que l'Espagne... C'est peut-être pas la même France. C'est peut-être, pardon, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être c'est pas la même France parce qu'on parle de pression. On voit que Emmanuel Macron, le président français, fait un pas envers la reconnaissance de l'État palestinien pour faire 2 pas de côté. Donc on a du mal à lire les contours de son projet de reconnaissance de l'État de Palestine. Expliquez-nous où ça en est concrètement, Pierre Barbancé. Alors, concrètement, je pense que le monde médiatique c'est un peu emballé. Je ne suis pas le défenseur d'Emmanuel Macron. Je note quand même qu'il y a une tentative de la part de la France pour avancer, et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on n'a pas à être jusqu'au boutiste, mais au contraire faire en sorte que les choses avancent pour le peuple palestinien. Ça me semble très important. Que les pressions soient exercées sur la France, sur la Grande-Bretagne et sur d'autres pays, c'est aussi absolument évident. Et d'ailleurs, mais Israël a très peur de cette reconnaissance d'un État de Palestine, ce qui montre bien l'importance de la reconnaissance de l'État de Palestine, puisqu'Israël a dit si vous reconnaissez l'État de Palestine, nous annexons immédiatement la Cisjordanie. Donc ça montre bien le trouble qui existe chez les dirigeants israéliens, et donc c'est un acte politique beaucoup plus important qu'il ne peut y paraître. Mais évidemment, il faut que les forces, comme celles qu'on a vues tout à l'heure, les forces progressistes, tous ceux qui sont attachés à la démocratie, à la liberté dans le monde, à la liberté des peuples, interviennent aujourd'hui pour que la France fasse ce geste et reconnaisse. Alors évidemment, le problème c'est que Emmanuel Macron n'a jamais réellement dit qu'il allait le faire pendant cette conférence internationale à l'ONU, mais surtout il a assorti ça de conditions.
de conditions qui sont une réforme de l'autorité palestinienne, que le Hamas soit écarté, que le Hamas soit désarmé et qu'il y ait une reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Là est le problème. Le problème, il est qu'il n'y a aucune condition qui sont mises à Israël. Or, Israël est l'État qui existe, le deuxième État n'existe toujours pas. Pourquoi mettre des conditions sur le fait que le Hamas soit écarté d'un prochain gouvernement, d'un possible gouvernement palestinien, alors que l'extrême droite israélienne, les suprémacistes israéliens comme Smotrich ou Ben Gvir pourraient, eux, continuer leurs actions, armer les colons en Cisjordanie, brûler les villages, tabasser les Palestiniens, voire les tuer. Donc il y a quelque chose qui politiquement là ne va pas, et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression. Et si Emmanuel Macron pense qu'en faisant des concessions comme ça, il voudra avancer, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il faut qu'il frappe un grand coup en annonçant cette reconnaissance-là, parce que cette reconnaissance signifierait, je rappelle que l'État de Palestine existe déjà. Ce qui fait un État, c'est un gouvernement, c'est un peuple et un territoire. Donc l'État de Palestine existe déjà, sauf que cet État est sous occupation. Donc ce qui changerait totalement sur un nouveau processus qui serait lancé, ce ne serait pas que la fin du processus soit la fin de l'occupation, mais au contraire que le début du processus, c'est la fin de l'occupation. Merci Pierre Barbanci. Merci Pierre Barbanci. On arrive malheureusement à la fin de notre discussion. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. L'Échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous samedi.